Bonsoir à tous et merci de bien vouloir partager cette partie de la soirée avec nous. Le thème du jour est la ménopause et vraiment vous faire partager mes expériences depuis que le professeur Ayoubi m'a demandé d'animer la consultation ménopause et périménopause à l'hôpital Foch. Ça a été pour moi une chance parce que j'étais plutôt, pour ceux qui m'ont connue jusqu'à présent, une gynécologue installée dans le libéral. Ça a été une chance parce que c'est à l'hôpital Foch et qu'à l'hôpital Foch, j'ai à ma disposition tout un plateau pluridisciplinaire où effectivement j'ai à disposition des cardiologues, des urologues, des rhumatos, ce qui me permet de prendre en charge des patientes qui sont, vous le verrez, pas tout à fait celles que j'avais l'habitude de prendre à mon cabinet et de les aider du mieux possible. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu quelles sont ces patientes qui se sont présentées chez moi à ma consultation à Foch. Une consultation dédiée à la ménopause s'imposait à nos yeux car nous avons dans notre service une prise en charge globale de la patiente, qu'il s'agisse de la partie gynécologique, de la partie obstétricale, médecine de la reproduction ou gynécologie médicale. Il y a une consultation dédiée à la ménopause par nos collègues rhumatos et internistes, mais l'arrivée du docteur Marié Semama était un complément très apprécié pour compléter cette prise en charge pluridisciplinaire. Alors, cette arrivée, elle s'est faite à un moment où la nouvelle unité de prise en charge de douleurs au féminin, Institut David Elia pour la prise en charge de douleurs au féminin, a été créée et la participation du docteur Marié Semama dans la prise en charge de la ménopause est très appréciable au sein de cet institut, au sein de l'Institut David Elia, au sein de cette nouvelle unité où il y a plusieurs spécialistes. C'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire de la douleur au féminin, quelle que soit sa cause. Et bien sûr, la ménopause peut être une de ces causes avec la sécheresse vaginale, avec les douleurs au moment des rapports, avec les vulvodynies et les douleurs pelviennes chroniques. Voilà pourquoi cette consultation a été créée, dédiée à la ménopause, pluridisciplinaire, au sein des départements qui s'occupent de la santé des femmes et de la santé globale des femmes. Bonsoir, donc nous sommes là aujourd'hui pour que je vous présente mes retours d'expérience concernant une consultation dédiée aux femmes ménopausées à l'hôpital Foch. Dans ce centre, je vois en principe 3 catégories de patientes. Celles en errance médicale, celles qui se sont vues refuser, ça a été très fréquent, un THM, un traitement hormonal de ménopause, par principe de précaution, par certains confrères, celles enfin qui me sont adressées pour un deuxième avis en raison d'une pathologie associée. Quelques mots d'introduction, quelques généralités concernant la ménopause. L'espérance de vie des femmes ne cesse d'augmenter, et ce à cause de la diminution des infections et de la mortalité maternelle. Par contre, ce que l'on voit augmenter, ce sont l'apparition des maladies chroniques chez elles. Ce sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, l'ostéoporose, la démence. Quel est le rôle de l'obésité sur ces pathologies? Il est absolument certain. La prévention est le challenge de notre société. Et pour nous, il nous faut une prise en charge globale. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous suffire de traiter, de donner une ordonnance, un papier avec quelque chose de gribouillé dessus. Il va falloir leur demander de modifier leur mode de vie avec ou sans traitement. Quelques définitions. La ménopause, c'est l'arrêt des menstruations et des possibilités de procréation. Elle se définit par une aménorrhée depuis plus d'1 an.
l'âge moyen, vous le voyez, en France est de 51 ans. Elle est naturelle quand elle survient spontanément après 45 ans. Elle peut être chirurgicale après une annexectomie bilatérale, iatrogène lorsque la femme subit une chimiothérapie ou des rayons, et parfois même avant 45 ans. Attention, nous ne devons plus parler de ménopause précoce ou prématurée, mais de ménopause anticipée si cette ménopause survient entre 40 et 45 ans. Avant 40 ans, c'est complètement autre chose. Il s'agit d'une insuffisance ovarienne prématurée, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, et dont il faudra rechercher les causes, qui sont le plus souvent génétiques. Qu'est-ce que la périménopause ? Eh bien, la périménopause, c'est juste avant. C'est une période horrible pour les femmes, du moins pour certaines. Il y a les cycles qui deviennent irréguliers, le début des signes climatériels, surtout des bouffées de chaleur, jusqu'au moment où les sécrétions ovariennes s'arrêtent. Et cette périménopause, qui les embête beaucoup et qui nous embête aussi parce que très difficile à en prendre en charge, la durée moyenne est de 4 ans. Juste un mot pour vous passer cette diapositive qui vous montre les différentes étapes de la ménopause. Ce sont les fenêtres climatériques. Regardez, vous avez ici la ménopause. Vous avez avant cette période de périménopause avec les saignements irréguliers, les petits symptômes qui vont commencer. Après, vous avez effectivement les symptômes dont nous parlerons tout à l'heure. Et puis beaucoup plus tard, vous avez la fenêtre du cancer. Beaucoup plus tard, vous avez la fenêtre de l'ostéoporose. Je ne résiste pas à vous montrer cette diapositive qu'avait l'habitude de montrer mon ami le docteur Michel Lassowski pour parler effectivement des symptômes de la ménopause. Alors vous avez qui ? Vous avez les 7 nains avec iritix, nervosix, transpirix, fatiguix, gonflix, oublitouix et psychique. Soyons plus sérieux, il va falloir demander à notre patiente, effectivement, et l'interrogatoire a ici toute sa place, comme d'habitude. En période de périménopause, si elle commence à avoir des bouffées de chaleur, si elle a des troubles de l'humeur, si elle a des cycles irréguliers, au moment de la ménopause, c'est la même chose. Depuis quand est-ce qu'elle n'a plus ses règles ? Est-ce qu'elle souffre de bouffées de chaleur ? Est-ce qu'elle a pris du poids ? Est-ce qu'elle a du mal à s'endormir ? Etc. Vous voyez que l'interrogatoire prend ici toute son importance. Alors je vais vous présenter 3 cas qui vont nous résumer un petit peu ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les 3 possibilités de femmes venant consulter à l'hôpital pour la ménopause. Vous allez me dire, elles peuvent aussi venir vous voir en ville, c'est vrai, puisque j'ai aussi un cabinet médical. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une grande différence entre les femmes qui me consultent en ville, que je connais d'ailleurs pour la plupart, et qui sont un biais de sélection, c'est-à-dire que c'est des femmes qui ont eu l'habitude de venir consulter pour une contraception, pour leur grossesse, etc. Alors qu'à l'hôpital, dans une consultation dédiée à la ménopause, vous allez le voir, c'est parfois autre chose. Donc on revient à notre Madame V, elle a 44 ans. Elle a 44 ans quand elle vient pour la première fois et elle pèse 77 kilos pour 1m60, vous voyez, c'est une belle femme. Elle a eu 2 enfants et pendant la dernière grossesse, elle a eu une toxémie et un diabète gestationnel. Elle a un lourd passé héréditaire, familial, puisque, vous voyez, hypertension, diabète, maladie cardiovasculaire et même de l'ostéoporose chez sa maman. Là, elle est en aménorrhée depuis 3 mois, avec une période de cycle irrégulier, et elle me dit « Mon syndrome prémenstruel, docteur, revient. Elle commence à avoir des bouffées de chaleur, et elle prend du poids, et ça ne lui plaît pas du tout, d'autant qu'elle en a déjà beaucoup. » Alors, juste pour vous rappeler que l'âge en lui-même est responsable de la prise de poids, et surtout du syndrome, de l'apparition de ce syndrome métabolique qui nous fait si peur. En moyenne, 0,5 kg par an, surtout en périménopause. Il y a une augmentation rapide de la masse grasse et une perte de la masse maigre. Et cette redistribution vers l'abdomen de la masse grasse leur fait dire « je prends du ventre ». Les anglo-saxonnes nous disent « parlent du belly ». À ce moment-là, effectivement, il va falloir le conseiller
une modification des régimes alimentaires et une augmentation de l'activité physique. Donc on parlait de cette consultation qui va nécessiter un interrogatoire sérieux pour mieux connaître sa patiente et pour retrouver chez elle les risques inhérents à l'âge. Alors bien sûr, on va confirmer la date de début de la ménopause. Et même si on connaît bien cette femme, on va remettre tout à plat. Parce qu'en fait, des fois, vous les voyez tous les ans, etc. Et puis elles oublient de vous parler de certaines choses. On recherche bien entendu les facteurs de risque des pathologies pouvant être favorisés ou majorés par le déficit en œstrogènes. Donc j'ai cité tout à l'heure l'ostéoporose, maladie cardiovasculaire, le syndrome génito-urinaire de ménopause. On va se renseigner sur son poids, ses habitudes alimentaires, son activité physique. Est-ce que déjà elle souffre de symptômes dits climatériques, bouffées de chaleur, sueur nocturne? Est-ce qu'elle dort bien? Et après tout, comment se sent-elle globalement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider à ce stade? En fait, il faut lui dire que, pour le moment, elle est en périménopause. Est-ce qu'on peut confirmer cette ménopause par un diagnostic biologique? Non, absolument pas. Le dosage de la FSH et le dosage de l'estradiol ne sont que des marqueurs du moment donné. Et donc, ils peuvent varier pratiquement du jour au lendemain, ce qui fait qu'un dosage de FSH ne peut pas confirmer un diagnostic biologique, sauf dans certains cas. On y reviendra tout à l'heure. On va lui donner des conseils de vie. Et si vraiment elle souffre beaucoup de ses bouffées de chaleur, on peut essayer la progestérone naturelle le soir, parce qu'effectivement ça les aide à dormir et ça diminue les bouffées de chaleur. On peut essayer les médecines douces, l'acupuncture, l'hypnose et certains traitements de phytothérapie. Et puis on la voit plus, et puis bon, il y a eu le Covid, et puis on la voit plus d'un an après. Elle a 46 ans pratiquement. Là, elle est vraiment en aménorrhée. Là, elle souffre beaucoup de bouffées de chaleur et de sueur nocturne. On fait l'examen gynéco, on lui fait son frottis, on demande une mammographie, et là, on commence effectivement à lui parler de son alimentation, encore une fois, et de l'activité physique. À ce stade, par contre, les conseils de prévention des maladies cardiovasculaires ont une grande importance. On va parler du poids, on va parler effectivement de tout ce qu'on a vu au moment de l'interrogatoire. Et on va aborder le problème du THM, traitement hormonal de ménopause, et de sa balance bénéfice-risque. Juste un point pour vous dire que THM, c'est le traitement de ménopause, de la ménopause naturelle. Si la ménopause survient avant l'âge de la ménopause, à ce moment-là, on va parler de traitement hormonal substitutif. Par exemple, dans les insuffisances ovariennes primitives, on va parler de THS. Et je fais un parallèle avec la thyroïde. Une femme qui a une hypothyroïdie, on va lui donner obligatoirement un traitement. Donc, une femme qui a une insuffisance ovarienne, on doit lui donner un THS. C'est obligatoire et c'est répréhensible si on ne le fait pas. Quels sont les traitements? Vous le connaissez, ce sont des traitements qui, en fait, sont destinés à compenser la carence en œstrogène. Œstrogène seul s'il n'y a pas d'utérus. Par contre, s'il y a un utérus, pour éviter l'apparition des cancers de l'endomètre, on donne de la progestérone ou un progestatif. Dans nos pays, nous donnons volontiers de la progestérone naturelle ou son isomère, la dihydrogestérone. Les schémas, si elles veulent des règles, on peut donner les œstrogènes en continu et ne donner que le progestatif 10 jours, voire 20 jours par mois. Si elles ne veulent plus de règles, effectivement, on va donner progestérone et œstrogènes en continu. Les œstrogènes se donnent soit par voie orale, on peut, vous verrez qu'on n'aime pas trop parce qu'effectivement les voies transdermiques sont préférées parce que, notamment au niveau des maladies veineuses thromboemboliques, on a moins de risque de les voir apparaître. Donc les voies transdermines, ce sont les gels et les patchs. Et on va donner effectivement soit la progestérone naturelle, soit la dihydrogestérone. Ça, c'est exactement le même schéma. Vous voyez, la femme non hystérectomisée, c'est œstroprogestatif. La femme hystérectomisée, c'est œstrogénique seule.
Le suivi donc et l'intérêt, donc il a été recommandé dans les nouvelles recommandations du CNGOF et du GEMVI l'année dernière. Donc il est recommandé de privilégier le 17-bêta-estradiol ou le valérate d'estradiol associé à la progestérone naturelle ou la dihydrogestérone. Les Américains sont encore frileux par rapport à ce traitement puisqu'ils continuaient à donner des œstrogènes équins et des progestatifs. La voie cutanée, je vous l'ai dit, est à privilégier. On commence par la dose minimale efficace et puis on s'adapte. On débute en ménopause confirmée, c'est-à-dire après 1 an d'aménorrhée. Il n'y a pas de durée maximale. C'est à adapter pour chaque femme. Vous allez voir apparaître dans pas longtemps un nouvel œstrogène qui est l'estrétrol, qui va être associé aussi à la progestérone naturelle. Et attention, on sait maintenant, il va apparaître incessamment sous peu, puisque la pilule en contraception, la pilule à l'estétrol, est déjà sortie. C'est un estrogène d'origine foie fétale et qui a l'avantage d'agir très très bien sur les bouffées de chaleur, sans avoir de problème au niveau hépatique, mais par contre, on sait qu'il n'a pas d'action sur les os. Chez une femme hystérectomisée, il est inutile d'associer un progestatif, sauf en cas d'antécédent d'endométriose, parce que vous savez que l'endométriose est quand même liée est réceptive des œstrogènes et qu'effectivement, dans les cas de grosse endométriose profonde, etc., il arrive qu'on soit obligé de donner un progestatif pour éviter la résurgence de ces tissus endométriosiques. L'arrêt du THM, contrairement à ce qu'on a dit, il n'y a aucun intérêt à le faire progressivement. Par contre, même si on a arrêté le THM, il faut dire à la patiente qu'il faut qu'elle continue à se faire suivre. Hélas, me direz-vous, puisque dans les antécédents de cette dame, sa mère avait une ostéoporose. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ostéoporose? Vous le savez, l'ostéoporose, donc, c'est la carence œstrogénique qui est responsable de l'accélération de la résorption osseuse. Cette perte osseuse, elle va débuter avant même la ménopause. La ménopause, elle, va induire une perte osseuse accélérée pendant 5 à 8 ans. Mais d'autres facteurs vont jouer là-dessus, pas seulement les hormones. L'âge. Si cette femme a eu des antécédents personnels de fracture avant 40 ans, un antécédent familial de fracture d'un parent au premier degré, ces jeunes anorexiques dont la masse corporelle était et est toujours inférieure à 19 par millimètre carré, l'alcool et les ostéosporoses secondaires liées par exemple à la prise de corticoïdes. Le THM est reconnu, vous le voyez, dans nos RPC du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Il est reconnu comme ayant un rôle à jouer en première intention. Il n'y a pas de schéma thérapeutique standard pour prévenir l'ostéoporose et le risque fracturaire chez toutes les femmes. Donc il est vraiment recommandé, en début de ménopause, de proposer à notre patiente un THM. On va pour cela, faire une ostéodensitométrie, voir un petit peu à quel niveau est son T-score et décider avec elle si oui ou non on peut lui donner ce THM. Donc ça, c'était notre cas numéro 1. Nous passons au cas numéro 2. Et elle est différente, cette dame. Hein. C'est Madame T. Elle est nullipare, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle est très sportive, 1m70 et 50 kg. Elle avait consulté une consoeur déjà 2 ans avant, parce qu'elle était en aménorrhée. Elle était peu gênée par ses signes climatériques, mais par contre, elle était complètement anti-hormones. Elle souffrait déjà de sécheresse vulvo-vaginale. La consoeur lui avait fait une ordonnance classique pour le syndrome génito-urinaire de ménopause, mais l'ordonnance était restée dans le tiroir. Après le Covid, elle vient me voir. Elle a fait quand même sa mammographie, ce qui est pas mal. Mais cette dame travaille dans la com. Elle ne supporte plus du tout ces bouffées de chaleur et leurs conséquences. Elle a pris du poids malgré son régime alimentaire habituel et son activité physique. Et elle fait du jogging, entre parenthèses. Hein. Et puis, elle me dit, côté sexe, docteur, c'est pas terrible.
Elle décrit donc une gêne à la marche et à la course, bien sûr, due à la sécheresse vulvaire. Hein. Elle décrit très bien un frottement quand elle court ou quand elle marche. L'examen clinique va confirmer cette atrophie vulvo-vaginale importante. On fait un frottis et on discute avec elle parce que, bon, comme elle l'a dit qu'elle était anti-hormones il y a 2 ans, on se méfie et puis on discute un petit peu avec elle et on lui dit qu'on peut prendre en charge ses bouffées de chaleur avec des hormones ou non et on peut certainement traiter son atrophie. Si elle n'avait pas voulu d'hormones, effectivement, on aurait pu lui donner de la bêta-alanine, des compléments alimentaires, des pollens, des probiotiques, si elle avait des problèmes urinaires. On peut aussi, dans des cas extrêmes, donner des antidépresseurs, des antiépileptiques et des compléments alimentaires, l'acupuncture et l'hypnose. Mais en fait, cette dame me dit non, moi je veux un THM, je veux des hormones, je peux plus, j'en peux plus. Donc, on va lui expliquer évidemment la balance bénéfice-risque. Et la question qu'elle pose quand même, incidemment, c'est « Mais vous êtes sûr, docteur, que avec vos hormones, j'aurai pas de problème au niveau de la survenue d'un cancer du sein ?» Donc, le cancer du sein, c'est le plus fréquent des cancers féminins, avec un risque cumulé à 50 ans de 9%. Il y a d'autres facteurs de risque, vous les voyez ici, vous voyez qu'effectivement, il y a l'âge, il y a la génétique, il y a le poids, il y a l'alimentation, il y a l'alcool, il y a quand même beaucoup d'autres risques que la prise de contraceptifs. Vous le savez, l'intérêt du dépistage précoce n'est pas à démontrer. Et le risque de développer ce cancer sous traitement hormonal dépend beaucoup du type de THM prescrit. Donc le THM à la française, c'est-à-dire associant un diabêta-estradiol et une progestérone naturelle ou la dihydrogestérone, n'augmente pas le risque spontané du cancer du sein dans les 5 premières années de prise. Ça a été prouvé par une étude française, Cocorico, l'étude de Troisienne, une autre étude française, l'étude Cécile, et d'autres études internationales qui ont bien montré que le THM à la française était celui qui augmentait le moins ce risque, voire pas du tout, le risque spontané de survenue d'un cancer du sein. On sait d'ailleurs que ces hormones naturelles, c'est-à-dire estradiol et progestérone naturelle, ne sont pas initiatrices du cancer. Elles sont promotrices, c'est-à-dire que s'il y a déjà des petites cellules cancéreuses dans le sein, ça va pouvoir les faire sortir, entre guillemets, et se multiplier. Mais par contre, on sait que la femme qui prend un THM et qui a un cancer du sein va avoir un cancer du sein moins agressif. En tout cas, il faut savoir aussi, en extrapolant par rapport au cancer du sein, il faut savoir qu'il y a eu des études américaines qui viennent de le prouver, que la femme qui prend un THM, la mortalité des femmes prenant un THM est moindre que celle des femmes ne prenant pas de traitement hormonal de ménopause. Donc, si vous voyez, si on fait la balance bénéfice-risque, eh ben finalement, elle est équilibrée, voire elle pencherait plutôt vers le positif. Donc, je vous l'ai dit, d'autres publications suggèrent que cette voie d'administration percutanée des œstrogènes et la prescription de progestérone micronisée ou de la dihydrogestérone pourraient ne pas être associées au même risque que ceux rapportés par la WFHI avec le THM testé qui avait été testé par les Américains. Je vous rappelle que les Américains non seulement utilisaient des produits que nous n'utilisions déjà pas, mais qu'en fait, ils avaient introduit dans l'étude des femmes dont la moyenne d'âge était supérieure à 60 et qui avaient déjà des pathologies. Juste pour vous montrer un petit schéma que nous avions fait avec une collègue, montrant effectivement, donc si vous voyez effectivement ici la WHI, vous voyez qu'effectivement le petit carré violet qui était les œstrogènes conjugués seuls montrait qu'il n'y avait pas une augmentation du risque. Par contre, le petit carré rouge montrait que l'association produits américains montrait une augmentation du risque. Par contre, regardez, l'étude E3N montre quand même que notre petit violet, là, il est pas mal, hein, il n'y a pas beaucoup de risques. Et par contre, vous voyez qu'effectivement, l'étude Cécile est à peu près la même. On se répète,
le collège récemment et le GEMVI ont montré effectivement que ces associations limitaient le surrisque. En cas d'hystérectomie, il n'y a pas de bénéfice mammaire. Attention, on n'a pas intérêt même de donner de la progestérone ou un progestatif en plus de l'estradiol pour essayer de trouver un bénéfice mammaire. Et le syndrome génito-urinaire de ménopause, qu'est-ce que c'est? En fait, on l'a appelé GSM, on l'a appelé VVA, et depuis 2014, la North American Menopausal Society a décidé d'inclure à l'intérieur de ce syndrome les symptômes urinaires et pelviens. Donc on a des symptômes vulvo-vaginaux, des symptômes sexuels et des symptômes urinaires et pelviens. C'est ce qu'on appelle le SGUM. Je préfère parler de syndrome génito-urinaire de ménopause. La prise en charge, elles existent, il faut faire parler les femmes, il faut leur poser la question, parce qu'on peut les aider. Et on peut les aider parce qu'effectivement, on a beaucoup d'options thérapeutiques. Bon, l'activité sexuelle est bénéfique d'abord, l'arrêt du tabac. Les hormones, que ce soit les œstrogènes, les SERM ou la DHEA, la prastérone, sont efficaces par voie locale. Les SERM, nous ne les avons pas en France, ils ne sont pas encore sortis, je pense qu'ils ne sortiront pas pour le moment. Les traitements non hormonaux, les lubrifiants et hydratants qui peuvent être appliqués dans le vagin ou sur la vulve, notamment l'acide hyaluronique. Les probiotiques, et dans les cas graves, par exemple des femmes ayant eu un cancer du sein, à qui on ne peut absolument pas donner d'œstrogène, voire même d'œstrogène par voie locale, on peut faire des injections d'acide hyaluronique et puis on peut faire des lasers, LED, voire mini-LED. Enfin, si elles souffrent de problèmes urinaires, il faut penser à une rééducation du périnée. Donc, ces lubrifiants, ils sont indiqués, parfois même tout seuls, mais leur efficacité est quand même inférieure à celle de l'œstrogénothérapie locale. Donc, quelles que soient, si vous voulez, toutes les méta-analyses ont montré l'intérêt de l'administration par voie vaginale et non pas par voie orale. Toujours ces mêmes études qui montrent effectivement que les différentes sociétés savantes sont pour l'adjonction d'estrogènes locaux qui sont préférables à la voie orale. Il n'y a pas suffisamment de données actuellement concernant l'utilisation de la testostérone, notamment dans les troubles de la fonction sexuelle, la sécheresse vaginale et la dyspareunie. Pourtant, dans certains pays, comme l'Italie par exemple, elle est utilisée. On passe au cas numéro 3. Alors là, on a une dame, elle vient me voir à 61 ans. Vous allez voir, elle a 61 ans, elle est ménopausée depuis 49 ans. Elle est mal dans sa peau, elle se trouve grosse, elle a toujours des bouffées de chaleur, elle souffre d'incontinence urinaire invalidante et de dyspareunie. Elle a eu 3 enfants, dernière grossesse, hypertension, enfant de 4,5 kg, césarienne pour souffrance fœtale après un essai de forceps. C'est affreux, mais ça s'est passé comme ça. Elle a été traitée et est traitée donc depuis 3 ans pour une hypertension. Dans les antécédents familiaux, il y a des maladies cardiovasculaires et un diabète. Et elle veut maintenant un THM. Elle a lu, elle a regardé Internet, et son cardiologue lui en aurait parlé. Bon, ça, je pense que son cardiologue a dû lui dire « c'est dommage que vous ne l'ayez pas pris au moment où vous auriez pu le prendre », mais en tout cas, elle vient parce qu'effectivement, elle est passée à côté, si vous voulez, d'une prise en charge. Petite parenthèse sur la femme et son cœur. Vous savez que plus de 18% des hospitalisations pour infarctus, il y a une augmentation donc chez les femmes de 18% des hospitalisations pour infarctus. Par contre, il y a une baisse de 8% chez l'homme et une multiplication par 3 des infarctus chez la femme avant 50 ans, ces dernières 15 années. Il faut savoir que le problème est que les signes cliniques chez la femme peuvent être différents. Vous savez très bien, comme moi, l'homme va vous montrer son cœur, va parfois vous montrer son poignet gauche ou son bras gauche. Très souvent, chez la femme, ce ne sont pas les mêmes signes. Très souvent, chez la femme, c'est de vagues douleurs digestives, plutôt épigastriques, un mal-être, etc. Ce qui fait que le temps de prise en charge par le SAMU est supérieur à celui
chez l'homme et que parfois les femmes arrivent des fois trop tard pour qu'on les prenne en charge. La mortalité cardiovasculaire féminine est un problème majeur. Là, vous voyez, aux USA, mais chez nous, c'est exactement la même chose. Si vous demandez à une femme, à une de nos patientes, de quoi on meurt, elle va vous dire du cancer du sein. Et bien, vous voyez, c'est pas vrai. On meurt de son cœur, et beaucoup moins du cancer du sein, et beaucoup moins des fractures du col du fémur. Il faut rechercher les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires qui sont, vous le savez, la contraception mal adaptée, l'alcool, l'obésité, le tabac, etc., etc. Mais de nouveaux facteurs sont à considérer. La toxémie pré-éclampsie et le diabète gestationnel. Notre place de gynécologue est essentielle. Il ne faut pas oublier que parfois, les femmes ne consultent que nous dans l'année. Nous sommes le médecin de la femme et c'est à nous à penser, à parler avec elle de façon à prévenir ces maladies cardiovasculaires. Il y a une campagne croisade du professeur Claire Mounier en ce moment. Il faut s'y associer, il faut essayer effectivement d'ouvrir le débat avec nos patientes, surtout quand on les considère à risque. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de la vie? Vous voyez, vous avez là un vaisseau et vous avez la plaque d'athérome qui est en train de se former petit à petit, petit à petit, petit à petit, vous voyez, jusqu'à après 65 ans où elle risque des lésions, des ruptures et une migration qui va provoquer infarctus et AVC. Si on donne un traitement tôt, c'est un traitement des œstrogènes tôt, eh ben on va éviter, si on le donne avant ici, on va éviter la formation de cette plaque. Si on le donne tard, si la plaque est déjà formée, au contraire, on va favoriser la migration de la plaque. Donc ce risque cardiovasculaire dépendrait de l'âge auquel est initié le THM. Notion d'une fenêtre d'intervention. C'est la fenêtre d'intervention favorable. Avant 60 ans ou dans les 5 à 10 ans maximum qui suivent la ménopause. Vous voyez, toutes les sociétés, qu'elles soient américaines, qu'elles soient européennes, etc., ont souligné ce problème. N'oubliez pas, si on veut traiter une femme et si on veut être bénéfique pour son cœur, il faut respecter cette fenêtre d'intervention. Il n'est pas, par contre, recommandé de débuter ce traitement pour la seule raison de prévention du risque coronarien. Il est recommandé de ne pas prescrire un THM, bien entendu, après un infarctus ou un AVC. Et les prescriptions privilégiant l'estradiol par voie cutanée limiterait la survenue d'AVC attribuable à ce traitement, tout comme ça limiterait également la survenue de maladies veineuses thromboemboliques. Pour cela, on a eu une fameuse étude française menée par le professeur Pierre-Yves Scarabin, l'étude Esther, qui l'a largement démontré. Autre chose, qu'est-ce que c'est que ces bouffées de chaleur? Est-ce qu'elles ont un rôle? Eh bien oui. C'est un événement majeur. Ce n'est pas, excusez-moi madame, mais vous avez des bouffées de chaleur, c'est comme tout le monde et ça passera. Non. La Swan Study a montré que ces bouffées allaient avoir une durée moyenne de 7,4 ans. Certaines de mes patientes ont des bouffées de chaleur jusqu'à 80 ans. On appelle les super flashers ces femmes qui ont des durées de bouffées de chaleur pendant longtemps, débutant même parfois avant la ménopause. Ce n'est pas seulement un problème de qualité de vie chez elles, on l'a démontré, c'est aussi un marqueur de risque pour les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose et le diabète type 2. Regardez ici, vous avez la ménopause ici, vous avez les maladies cardiovasculaires ici, et regardez l'apparition, la durée et l'intensité des bouffées de chaleur. Pourquoi cette augmentation du risque chez les superflashers? Les hormones n'expliquent pas tout, vous voyez. Donc automatiquement, il pourrait y avoir une relation entre l'intensité de ces symptômes et la plaque carotidienne. Donc pour madame L, eh ben c'est trop tard. La fenêtre est fermée. On ne va pas lui donner de THM, mais on va prendre en charge, comme on l'a vu pour la deuxième patiente, son syndrome génito-urinaire de ménopause, avec des œstrogènes locaux, des hydratants, des probiotiques. Et
comme elle nous a parlé de son problème d'incontinence, on va prescrire également une rééducation périnéale, voire, si c'est vraiment nécessaire, la prise en charge chirurgicale de son incontinence urinaire d'effort. En conclusion, donc, pendant plusieurs années après les résultats de l'étude de la WHI, on a laissé les femmes ménopausées sur le carreau, en disant que c'était dangereux, il fallait les laisser dans leur coin, pas s'en occuper. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il faut absolument, absolument qu'elles aient droit à un suivi personnalisé. Et d'ailleurs, je vous ai parlé en tant que professionnel de santé, et si nous nous mettions à la place de nos patientes, cette ménopause, au fond, elles l'ont attendue, elles l'attendent. Elles en ont très peur. Et elles l'entrevoient comme une punition à leur féminité. C'est pour elles le départ vers le grand âge. Cette augmentation de la durée de vie fait qu'elles vont passer beaucoup plus de temps en ménopause que pendant les années précédentes. Et donc, même s'il ne s'agit pas pour elles d'une maladie, elles viennent nous voir. Elles viennent nous voir à l'hôpital très souvent pour une prise en charge. D'abord, une prise en charge, je vous l'ai dit, globale, voire même pour essayer d'éviter de passer au-dessus de cette période tranquillement. À nous de les y aider. Et merci de votre attention. Merci de nous avoir patiemment écoutés. Donc, nous allons maintenant répondre aux questions. Donc, alors la première question, donc, n'est pas dans l'ordre. À quel âge, jusqu'à quel âge après 50 ans acceptez-vous de donner une contraception œstroprogestative chez une patiente qui n'a pas de gros facteurs de risque? Il est bien évident que je ne donne pas de contraception après 50 ans. Je commence déjà à me poser des questions après 35 ans. Vous savez qu'aux États-Unis, on ne donne pas de consultation œstroprogestative après 35 ans. En France, et quand on connaît bien ces patientes, quand elles n'ont pas de facteurs de risque, pas de tabac, pas d'obésité, etc., on monte un petit peu, on va leur donner des associations œstroprogestatives, on va surtout passer des fois aux microprogestatifs toute seule, mais il est bien évident qu'à 50 ans, je ne vais surtout pas, mais surtout pas, donner une contraception œstroprogestative. Quel est le bilan du SGUM? Le bilan du SGUM, écoutez, c'est d'abord la clinique. Ça va être la clinique, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre des gants, de regarder pour voir que c'est sec et atrophique d'abord. De mettre le spéculum, si vous voulez, pour regarder le vagin qui est érodé, rouge, tacheté, le col qui est sec, il n'y a pas de mucosité, il n'y a pas de sécrétion. Donc, on comprend très bien que ces femmes ont très, très mal au moment des rapports et qu'elles souffrent de dyspareunie. En allant plus loin dans le bilan du SGUM, je vais, au moment de mon interrogatoire, demander comment se sont passées les grossesses, comment se sont passés les accouchements, voir s'il y a ou non une notion d'incontinence, incontinence d'effort ou incontinence autre. Et à ce moment-là, je serai souvent amenée à demander un bilan urodynamique. Un bilan urodynamique pour essayer de comprendre si mon incontinence est uniquement liée à un trouble périnéal ou si elle est liée à une hyperexcitabilité vésicale ou une incontinence mixte. Bien entendu, si j'ai un prolapsus, si j'ai autre chose, si j'ai d'autres signes, je vais demander une échographie. Mais si vous voulez, le bilan du SGUM, on va le découvrir petit à petit au fur et à mesure de l'interrogatoire et de l'examen de la patiente. L'activité physique est certainement protectrice contre l'ostéoporose. Alors, il y a, vous l'avez vu, on demande une ostéodensitométrie et on va essayer de comprendre si la patiente est à un T-score inférieur à la limite étant 2 ou 2,5 selon les cas, si elle est vraiment en ostéoporose ou en ostéopénie.
Si c'est une femme jeune qui a moins de 60 ans, qui est active, etc., on ne va pas traiter. On ne va pas donner d'emblée des médicaments pour traiter l'ostéopénie. Il n'y a pas de traitement de l'ostéopénie. Il y a des traitements qui préviennent l'ostéopénie, c'est le THM, mais il n'y a pas… Le traitement vrai de l'ostéopénie, c'est l'activité physique et c'est le soleil et c'est donc la vitamine D. Et donc, c'est vrai, l'activité physique est protectrice contre l'ostéopérose et surtout contre l'ostéopénie. Faut-il traiter toutes les ménopauses ou seulement les ménopauses bruyantes mal tolérées? Ça dépend des femmes. Vous avez des femmes qui ne supportent plus du tout une ou deux bouffées de chaleur et d'autres qui les supportent très bien. Et donc, vous le voyez, on n'est plus dans la vision de donner un traitement à tout le monde. En fait, on est dans la vision de prendre en charge tout le monde et prendre en charge tout le monde selon ce que les désirs de la patiente. Donc, effectivement, une patiente qui souffre énormément, on va la prendre en charge, mais une patiente qui ne souffre pas beaucoup, mais qui a des problèmes d'endormissement, mais qui a des problèmes d'arthralgie, j'ai oublié de parler de l'arthralgie. Quand, au moment de la WHI, on a arrêté les traitements, beaucoup de femmes ont arrêté les traitements, on s'est rendu compte elles ont dit qu'elles souffraient d'arthralgie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des récepteurs aux oestrogènes dans les articulations, il y a des récepteurs aux oestrogènes, et donc, on a découvert, un de mes collègues de Malte d'ailleurs, a découvert qu'il y avait des récepteurs aux estrogènes dans les articulations. Et donc, effectivement, ces patientes en ménopause peuvent dire simplement « j'ai des arthralgies » et elles ne sont pas liées à l'arthrose. Donc, ça dépend, je pense que la prise en charge et la prescription d'un traitement, elle n'est pas systématique. Il faut discuter avec la patiente et voir ce dont elle a besoin. Alors, les sages-femmes et la ménopause, non, pas encore. Pas encore. Pour le moment, les traitements hormonaux que peuvent prescrire les sages-femmes, c'est la contraception. Elles n'ont pas droit à la prise en charge pour la ménopause. Ça viendra peut-être, en tout cas, ça viendra peut-être pour la physiologie, mais pour le moment, la sage-femme n'a droit au niveau de traitements hormonaux qu'à la contraception. Alors, si un traitement est introduit précocement après la ménopause et que les bouffées de chaleur reviennent systématiquement à l'arrêt, oui, on peut le poursuivre, évidemment. On ne débute pas, on ne démarre pas un traitement quand la plaque d'athérome s'est formée. Hein, c'est ce que je voulais vous montrer dans mes diapositives. Mais quand on a débuté ce traitement avant, donc quand on est certain que cette plaque ne s'est pas formée, là, on peut effectivement, à un moment donné, dire « tiens, on va arrêter ». On va arrêter parce que la patiente a un peu peur, parce que nous-mêmes, on se dit après tout, bon, ben, elle ne souffre plus de rien, on arrête, et on fait une pause. Et à la pause, on se rend compte que les bouffées de chaleur reprennent. Alors, il n'est pas utile à ce moment-là, peut-être, d'utiliser les mêmes doses que celles qu'on utilisait auparavant. On va peut-être diminuer les doses, on va peut-être donner 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, mais effectivement, on peut continuer le traitement même après l'âge de 60-65 ans. Moi, je vous assure que j'ai des patientes de plus de 90 ans qui sont à des petites doses d'œstrogène et de progestérone, mini-doses, comme je dis moi, homéopathique. Je sais qu'on n'aime pas trop le dire, mais c'est vrai que ces femmes sont très bien parce que si elles arrêtent, elles ont à nouveau des bouffées de chaleur et elles sont très mal, elles ne supportent pas. Alors, quel bilan biologique avant un THM? Alors, attention, il y a THM et THS, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a le traitement hormonal de ménopause, qui est la prise en charge de la ménopause naturelle. C'est un traitement facultatif qu'on va discuter avec la patiente pour savoir si on le lui donne ou pas. Et puis, il y a le traitement hormonal substitutif, des ménopauses qui sont arrivées avant 45 ans, voire même avant 40 ans. Et là, je vous pose une question. Si vous avez une femme qui a une hypothyroïdie,
Est-ce que vous allez ne pas lui donner d'hormones de substitution, d'hormones thyroïdiennes de substitution? Non. Et en plus, vous seriez répréhensible. Et bien, c'est la même chose pour le traitement hormonal substitutif. C'est-à-dire que pour les femmes qui ont cette ménopause jeune, elles sont à risque cardiovasculaire, elles sont à risque osseux, et là, elles sont à risque, bien entendu, de syndrome génito-urinaire de ménopause, et ces femmes-là, on doit les prendre en charge. C'est une faute de notre part si on ne les prend pas en charge. On sait très bien d'ailleurs que si on ne prend pas en charge ces femmes, il y a aussi des études qui ont été menées à ce sujet-là, leur mortalité est augmentée par rapport aux femmes qui sont prises en charge. Donc THM et THS, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, quel bilan biologique avait un THS? Il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas. La FSH, le dosage de la FSH, je vous l'ai montré tout à l'heure, le dosage de la FSH, c'est un dosage à un instant T donné. Si vous êtes en périménopause, même à 7-8 mois, et que vous pouvez faire un dosage le mardi, par exemple, et vous pouvez trouver une FSH très élevée. Et vous le faites le samedi matin, et la FSH est revenue à la normale. C'est peut-être exagéré, mais c'est à peu près comme ça. Donc, la FSH n'est pas un bon marqueur. Le meilleur des marqueurs, c'est la clinique et l'arrêt des règles depuis plus d'1 an. Donc, il n'y a pas de bilan biologique avant un THS, sauf, évidemment, si la femme est à risque, on connaît le diabète, machin, etc. Mais là, c'est un bilan fait par rapport à ces maladies propres. Alors, docteur Sixan, alors, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous pour le promestriel et l'estriol par voie vaginale locale. Ce n'est pas une contre-indication absolue. Effectivement, et on dose à minima et effectivement, on va les donner. Mes propos sont liés aux nouvelles recos de 2021. Elles sont parues en 2021 et effectivement, que ce soit le promestriel, que ce soit l'estriol, on les donne, mais comme je suis quelqu'un qui est très très peur des problèmes juridiques et que je travaille souvent en équipe, je vous l'ai dit, j'aime bien travailler en équipe, quand je vais prescrire ce genre de traitement à une femme qui a un antécédent de cancer hormonodépendant bien entendu, je demande l'avis de son oncologue et c'est la main dans la main qu'on va prescrire ce produit pour notre patiente. Alors, Constantino, en cas de ménopause anticipée, peut-on prescrire, même s'il y a des antécédents? Non, sûrement pas. Non, sûrement pas. On ne va pas, si elle a une contre-indication au THS, lui prescrire des œstrogènes. Et là aussi, on va discuter avec l'hématologue, parce que des fois, est-ce que c'est vraiment une indication absolue de contre-indication? Bien évidemment, si vous avez une femme qui a un facteur 5 de Leyden ou autre, on va pas s'amuser à lui prescrire des œstrogènes. Donc, effectivement, avant 45 ans, la prescription du THS, elle se fait en dehors, bien entendu, de toute contre-indication. Donc là, pour les bouffées de chaleur après 60-65 ans, oui, si on a commencé le traitement avant, effectivement, on continue. Alors, si vous décidez de prendre un traitement 5 ans après le début de la ménopause, demandez-vous si une consultation de gratuite. Alors, c'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée parce que c'est effectivement ce que je fais. 5 ans, je trouve que c'est limite. Ça dépend de la femme que j'ai devant moi. Ça dépend si elle est bien enrobée, si elle mange bien, si elle a des antécédents, etc. Je n'hésite pas, toujours la même chose, à demander l'avis du cardiologue. Et à demander, dans beaucoup de cas, je demande effectivement un Doppler carotidien. Ça fait partie de mes habitudes. La question avant d'y répondre, s'il vous plaît, d'accord. Est-ce qu'il est judicieux d'utiliser un THM chez une femme qui a eu une hystérectomie et une annexectomie bilatérale et d'ajouter un progestatif? Non, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien sauf, et je vais vous dire pourquoi le sauf. Pourquoi est-ce qu'on donne un progestatif, et donc là, dans ce cas-là, en France, on donne la progestérone naturelle ou la dihydroprogestérone, pour éviter l'apparition d'un cancer de l'endomètre. Parce que les hormones œstrogènes étant les hormones de la multiplication cellulaire, si vous donnez des œstrogènes à une femme, son endomètre va proliférer et vous risquez de voir apparaître des hyperplasies, voire même des cancers de l'endomètre. Donc, théoriquement, on n'a pas besoin, quand on n'a pas d'utérus, on n'a pas besoin de donner un progestatif. Mais, nous sommes dans une période où nous parlons beaucoup d'endométriose. Et essentiellement aussi d'endométriose profonde, vous savez, ces espèces de d'îlots qui vont se fourrer dans la cloison recto-vaginale là-bas par derrière, qui sont cachés, etc. Ces îlots, ils ont beau être planqués, ils répondent aux œstrogènes, ils sont œstrogénosensibles. Donc, si vous donnez des œstrogènes et si vous voyez vous risquez effectivement, tout à fait théoriquement, c'est très rare, hein, mais c'est vrai que ça a été décrit. Et vous pouvez avoir effectivement un réveil de ces îlots par les œstrogènes que vous avez prescrits chez cette femme qui n'avait plus d'utérus, mais qui a toujours des îlots dans cette cloison au niveau du ligament large ou autre. Hein. Et effectivement, c'est dans ces cas-là qu'on est amené à donner des progestatifs, progestérone ou progestatifs. J'avoue que dans ces cas-là, je suis très penchée vers le dienogeste. Voilà, mais c'est effectivement une question d'actualité et c'est effectivement essentiel d'y répondre. Après combien de temps du début de la ménopause demandez-vous une ostéodensitométrie en présence de facteurs de risque? Alors, en présence de facteurs de risque, si la femme vient me voir et qu'elle est ménopausée ou même en périménopause, d'abord l'interrogatoire et puis l'examen physique va me permettre de voir dans quel état est cette femme. Si elle est très maigre, par exemple, je vais essayer de connaître un petit peu l'histoire familiale. La maman a eu une ostéoporose, la sœur, elle-même s'est fracturée avant 40 ans. Enfin bref, ça va dépendre du contexte, mais c'est vrai que j'ai l'ostéodensitométrie très facile en début de ménopause. Lorsqu'elles ne veulent pas de traitement, lorsqu'elles refusent un traitement en disant qu'elles ne veulent pas d'hormones, etc., et qu'elles ont quand même, je dirais, que je trouve finalement que ça ne leur ferait pas de mal de prendre un peu d'hormones. Hein. Je demande une ostéodensitométrie pour voir si, après tout, je n'ai pas besoin de prescrire un traitement justement à cause de l'os. Donc, c'est vrai que j'ai l'ostéodensitométrie facile en début de ménopause et surtout, bien entendu, quand j'ai des facteurs de risque, mais même des fois en dehors de facteurs de risque. Alors, bonsoir anonyme. Attendez, réexpliquez pour nous les THM. Ça veut dire quoi exactement et comme quoi, s'il vous plaît? Alors, le THM, c'est le traitement hormonal de ménopause. Ce traitement hormonal de ménopause qui va associer un œstrogène naturel qui est le 17-bêta-estradiol ou le valérate d'estradiol, associé en France particulièrement et maintenant en Europe, et ça commence à venir aux États-Unis, à la progestérone naturelle ou à la dihydrogestérone. La génération qui nous suit et qui arrive va connaître un autre œstrogène. Cet autre œstrogène, c'est l'estétrol. L'estétrol, c'est un œstrogène issu du foie fœtal et que l'on trouve maintenant dans une pilule qui est sortie récemment, qui associe l'estétrol avec le dienogeste. Il va sortir sur le marché dans pas longtemps une association estétrol et progestérone naturelle, qui sera très intéressante, parce qu'effectivement, cet œstrogène, d'après les études, n'aurait pas d'effet sur le foie, il serait bon pour le sein, il n'aurait pas les mauvais effets sur les maladies veineuses thromboemboliques, etc., et aurait une très bonne action sur les bouffées de chaleur. Par contre, j'attends un petit peu de voir les études suivantes qui sortent, parce que pour le moment, il n'y a
pas suffisamment d'études, à mon avis, qui montrent l'intérêt au niveau de l'os. Mais à mon avis, ça va venir. Et THS, par contre, donc je vous l'ai dit, c'est le traitement hormonal substitutif qu'on donne chez les femmes qui ont une ménopause qui arrive avant 45 ans. Ménopause asymptomatique et non traitée, pas de protection cardiovasculaire, vous proposez un traitement? Non, on n'a pas à proposer, en tout cas d'après les règles qui nous sont données par notre collège, nos sociétés savantes. Pour le moment, nous n'avons pas à donner un THM pour une protection préventive cardiovasculaire. Si la ménopause n'est pas symptomatique. On traite une ménopause parce qu'elle est symptomatique. Et donc, on peut la traiter pour une raison de bouffée de chaleur, mais vous l'avez vu, on peut la traiter aussi pour une prévention d'ostéoporose. Comment adaptez-vous un THM en pratique? Comment l'adapter? Mon ami Alain Tamborini disait qu'on fait de la haute couture. C'est-à-dire que c'est pas du prêt-à-porter, c'est de la haute couture. C'est-à-dire qu'en fonction des patientes, par exemple, si je prescris un gel d'œstrodose avec mon comprimé de progestan, la dose d'œstrodose, parce que finalement c'est la dose d'œstrogène qui va être importante, va varier selon la patiente. Et je vais lui dire, vous faites un petit pchit par jour que vous mettez au niveau de vos cuisses, bien entendu, je leur dis d'éviter de les mettre trop près des seins, hein, et puis je leur dis, en fonction, soit vous en mettez pas assez et vos bouffées de chaleur ne diminuent pas, soit vous en mettez trop et vous avez mal au sein, soit le traitement est inadapté et vous risquez de saigner. Donc, de toute façon, essayez de faire votre cuisine interne toute seule et au besoin, vous me téléphonez parce que ça, c'est une notion aussi. La consultation de ménopause, c'est une consultation chronophage. Il faut prendre du temps. Il faut à l'écoute. Pour mes patientes de Foch, elles ont mon email. Et donc, elles m'envoient des emails pour me poser des questions. THM en cas de mastodini. Alors, il y a plusieurs études qui montrent que le fait d'avoir ce syndrome douloureux Malmer n'est pas une contre-indication à la prise de THM. Il faut souvent adapter les doses d'oestrogène. Et ce n'est absolument pas une contre-indication. Il y avait eu les études de Page qui avaient montré que même dans les mastopathies fibrokystiques, le fait de prendre un THM n'induisait pas un cancer du sein. En cas de facteur de risque cardiovasculaire, etc., peut-on prescrire un THM? Je pense que ça dépend des femmes, ça dépend de qui on a en face, ça dépend surtout du cardiologue. C'est à ce moment-là, je vous dis, on a des consultations multidisciplinaires. Il ne faut pas hésiter, même quand on n'est pas à l'hôpital, de prendre son téléphone. Moi, en ville, je prends mon téléphone, j'appelle le cardio. Alors, ou bien c'est un cardio qu'elle connaît, hein, ou bien c'est son médecin de famille qui joue le rôle de suivi de cardiologie. Et là, je discute avec soit le médecin de famille, soit le cardiologue, de façon à trouver est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas. Donc, effectivement, il n'y a pas de contre-indication totale, sauf si on sait qu'elle a eu un infarctus, effectivement, un AVC, etc. Pouvez-vous rappeler le risque de cancer de sein à 10 ans ou 12 ans? Quelle augmentation de population au même âge sans un... Alors là, je pense que vous aurez droit aux diapositives. Je ne peux pas revenir en arrière, c'est le webinaire. Mais effectivement, d'après les études E3N, etc., on assiste à une légère augmentation à 10 ans. Avec l'association, mais elle est très, très légère. Je n'ai pas les chiffres et je vous dis, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, je pense qu'il suffirait que vous demandiez aux organisateurs de webinars de revenir en arrière parce que là, vous l'avez sur mes diapos.
Quelle dose de vitamine D quotidienne ou tous les 3 mois, tous les mois, tous les 3 mois? Alors, moi, je vous avoue que j'ai pas l'habitude de donner des doses tous les jours. Je m'en tiens à l'ampoule d'UV-dose tous les 2-3 mois. En France, je donne tous les 2 mois, parce que je vous avoue que si vous aviez vécu en région parisienne au mois de janvier, c'est lamentable, on n'a pas eu de soleil. Donc, j'estime qu'effectivement, mes patientes ont droit à leur vitamine D tous les 2 mois. Bon, effectivement, en été, on peut passer à 3 mois, mais voilà. Donc, mais sinon, moi, j'ai l'habitude de l'UV-dose. Sinon, je sais que certains prescrivent 10 à 15 gouttes de stérogile tous les jours. Alors, la mastopathie maligne, j'ai répondu non. Les études de Page, par exemple, Dupont et Page, ont montré qu'effectivement, ce n'était pas contre-indiqué. Symétrorragie sous THM, malgré variation, endomètre épaissi, sérotomie, le THM peut-il être poursuivi? Moi, j'arrête à ce moment-là, j'arrête quelque temps, et puis je refais une échographie quand même pour voir un petit peu comment est l'endomètre, et puis je m'excite pas. Je m'excite pas parce que bon, ben, c'est pas la peine de s'exciter, mais c'est vrai que on peut changer d'œstrogène, on peut changer de progestatif, on peut tâtonner quand c'est comme ça. Estimez-vous que les migraines avec aura sont une contre-indication du THS? Alors, ce n'est pas le THS, donc ici on parle du THM, hein, d'accord? Mais les migraines avec aura, c'est pas c'est à discuter avec le neurologue. C'est vraiment à discuter à cas par cas avec le neurologue. Parce qu'effectivement, il y a aura et aura. Et puis, au niveau des pilules, on a droit quand même à des œstrogènes de synthèse et des progestatifs complètement différents. Donc, c'est vrai que la discussion se fait toujours entre… moi, je ne prends pas de décision toute seule. Moi, je me signe gynéco. Je suis gynéco, parfois le médecin généraliste de la femme, mais je suis gynéco. Donc, j'ai la chance, que ce soit à mon cabinet libéral ou à Foch, de pouvoir tirer des ficelles et appeler le neurologue, appeler ou demander une consultation de cardio, demander une consultation de rhumato. Et ça se fait la main dans la main. Ce n'est pas une décision que je vais prendre toute seule. Ben, écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore, en cas d'antécédent de cancer du sein chez la mère, contre-indication du THM? Alors, c'est un cas difficile. C'est un cas difficile que vous posez. Antécédents familiaux de cancer du sein ou de cancer de l'ovaire, c'est franchement un cas difficile. Moi, je vous avoue que quand elles sont très, très, très embêtées par leur bouffée de chaleur, avec l'accord des fois de l'oncologue qui suit la maman, parce qu'on a des oncologues familiaux, on décide parfois de leur donner des petites doses et de les surveiller. Elles sont surveillées comme le lait sur le feu, ces femmes-là, mais c'est vrai que c'est rare de leur donner un THM. En tout cas, en principe, elles n'en veulent pas. Je crois que le problème, des fois, ne se pose même pas, parce qu'on a tellement contre nous le radiologue, le médecin généraliste, etc., qu'elles ne nous écouteraient même pas si on leur disait qu'elles pouvaient le prendre. Bon, ben écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a apporté un petit peu des idées nouvelles grâce aux nouvelles recommandations de notre Collège national des gynécologues et obstétriciens français et à toutes les recommandations internationales parues, faites par l'International Menopausal Society et la North American Menopausal Society. Merci à tous et bonne soirée.